Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'Afrique. On ne parle pas assez d'Afrique pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est la distance, l'autre est l'ignorance de nos chers milieux journalistiques qui, en général, je dis bien en général, ne connaissent pas l'Afrique et quand ils en parlent, ils répliquent des dépêches et donc ils plaquent en général leurs préjugés sur l'information. Troisièmement, on s'intéresse de moins en moins à l'Afrique puisque tout est pour Gaza. Les âmes indignées, scandalisées, se scandalisent pour Gaza et oublient la guerre civile au Soudan, les crimes contre l'humanité commis au Soudan par des Soudanais contre d'autres Soudanais avec des complicités étrangères. Il y a les Émirats, il y a le Qatar, il y a l'Arabie, il y a les Turcs, il y a probablement les Russes, les Chinois, etc. Et l'Occident. Bon. Je voudrais vous parler aujourd'hui du Congo, Congo ou du Congo RDC, ex-Zaïre, de notre grand ami Mobutu, le Congo qui vient de signer qui a appelé à l'aide les Américains pour l'aider contre l'agression impérialiste du Rwanda. On en là où de ça aussi, on ne vous parle pas, puisque évidemment le Rwanda de monsieur Kagame est la victime par excellence. Qui oserait critiquer le Rwanda? Surtout pas à Paris, hein. À Paris où les milieux autorisés ont décrété que la France était responsable du génocide. Tutsi et Hutu. Hein, la France est tellement forte qu'elle arrive à s'immiscer dans un génocide qui ne la concerne pas. Un génocide commis par des Noirs contre d'autres Noirs, mais c'est la faute de la France. Bon, ça, c'est le génie français. Le génie des élites françaises, d'une grande partie d'entre elles, qui amène sur la France toute la culpabilité du monde. Donc, M. Kagame, président du Rwanda, et le régime rwandais en général, par des mouvements proxy, par des mouvements qui sont leurs tributaires en République démocratique du Congo, en RDC, s'emparent d'une partie du territoire de cette république, de ces zones orientales qui regorgent de ressources, hein, terres rares, or, diamants, etc., etc. On dit souvent que le Congo est un scandale géologique. Euh, Personne n'en parle évidemment. On vous dit la rébellion du M23, après Goma, Bukavu, je sais pas quoi. En fait, ces gens-là bossent pour le Rwanda. Et cela dure depuis 20 ans. Cela fait 20 ans que les populations congolaises sont martyrisées par des guérillas qui bossent pour le Rwanda, des intérêts étrangers. Elles font de l'épuration ethnique, elles viennent, elles violent les hommes, les femmes, les enfants, elles mutilent et tout ça. Donc ça, les gens partent, ils décampent et libèrent le terrain pour l'exploitation minière. Tout cela est connu, su, documenté. Le docteur Denis Mukwege, gynécologue de la région, a reçu le prix Nobel. Il traite les victimes. Tout ça, il y a aucun mystère là-dedans. Bon, mais personne n'en parle. Le Congo, qui est un État, je peux le dire, un État failli, hein, qui a du mal à défendre ses frontières, qui a du mal à défendre sa souveraineté, parce qu'il ne suffit pas d'être indépendant. Il faut être capable, il faut se hisser à la hauteur de l'indépendance. Hein, chasser les Belges ne suffit pas, hein, ancienne colonie belge, tant le Congo que le Rwanda. Euh, il faut construire un État capable de défendre des frontières. Nous en avions un en France et nous l'avons démantelé. Nous avons démantelé nos frontières en tout cas pour les beaux yeux de Schengen. Mais bon, ça c'est une autre chose. Le Congo n'est pas encore arrivé à ne peut pas encore jouer de ce privilège. Donc il est envahi et il n'arrive pas à se défendre. Il a appelé les Américains à l'aide, les Américains de Trump qui ont répondu présent à condition de signer un accord, un deal, comme il faut dire maintenant en bon français, pour les ressources minérales. C'est de bonne guerre. Ça rappelle un peu ce qui se passe en Ukraine. Et comment voulez-vous en vouloir aux Américains? Ils défendent leurs intérêts. Donc les Américains ont trouvé un accord de principe entre le Rwanda et le Congo, la RDC, j'ai du mal à dire RDC, euh, pour un pré-accord de paix, on va dire un accord de principe pour le rétablissement de la paix, sous l'égide américaine. Et les Américains disent, bah, écoutez, si vous nous donnez le droit de participer à l'exploitation minière, eh bien ce sera une garantie de sécurité, puisque personne n'osera s'en prendre à des Américains civils qui cherchent de l'or ou des diamants ou des terres rares dans cette région. Bon, ça rappelle largement ce qui se trame pour l'Ukraine. Tant mieux pour les Américains, qui ne sont pas franchement dans une zone qui est leur zone on va dire habituelle, même si alors, ce n'est pas la France-Afrique, la RDC a toujours été un pays à part.
Mobutu était déjà très proche de la CIA pendant longtemps, mais la France n'a jamais été aussi absente de la région qu'aujourd'hui. Hein, on est complètement à l'ouest. Le Rwanda nous a mis dehors à cause du génocide qu'on n'a pas commis. En RDC, on s'éclipse. Dans toute la région, on s'éclipse. C'était à la France, à la limite, d'intervenir. Non, ce sont les Américains qui prennent l'initiative. Nous, nous sommes trop occupés à organiser d'une cérémonie décadente pour les JO. On est trop occupés à dissoudre la France dans l'Union européenne. On est trop occupé à je sais pas quoi faire, les des feux, je sais pas quoi, à engueuler Trump et on perd des positions. On perd des positions. En plus, le tout avec le sourire parce que on est paralysé par le devoir de mémoire. Alors que la France n'a rien à voir. Enfin, c'est une zone belge à l'origine, hein. La colonisation, le crime originel, hein, puisqu'il y a eu un seul crime originel, évidemment, c'est la colonisation. C'est écrit dans la Bible, évidemment, hein, chapitre 1. Ce crime-là, le péché originel a été commis par les Belges, que ce soit en RDC ou au Rwanda. Hein. Eh bien, c'est la France qui prend. Hein, c'est la France qui amène à elle tout ça. Bon, peu importe. Bon, les choses ne sont pas dites. De toute façon, l'Afrique est très volatile en général, hein. Les choses peuvent changer. Malheureusement, le Congo est le type d'État qui sera voué à des longues, très longues et convulsions prolongées. Est-ce qu'il faudra à un moment donné qu'il se divise en plusieurs États? Je ne sais pas. Bon, c'est compliqué. C'est trop grand et trop difficile à contrôler. Ça rappelle le Brésil, l'Amazonie, hein. Ce sont des empires, au fait. Les Brésiliens n'arrivent pas à contrôler l'Amazonie. Nous-mêmes, nous n'arrivons pas à contrôler la Guyane. Mettez-vous dans la peau de Kinshasa, capitale de la RDC, qui doit contrôler des territoires à 3000 km de distance, en pleine forêt tropicale, avec toutes les maladies possibles et imaginables, et des infiltrations étrangères de gens qui savent se battre, en provenance du Rwanda. Bon, les Grands Lacs et tout ça. Donc, la messe n'est pas dite. Il faut, à mon humble avis, aujourd'hui, pour la France, une sorte de recueillement. Introspection, savoir ce qu'on a, prendre le temps avant de revenir dans la course, prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est mal passé en Afrique. Pourquoi on s'est fait supplanter? Ce n'est pas que la faute des Américains ou des Turcs ou des Chinois ou des Russes ou de Wagner, soyons sérieux. Ils ont profité de notre effondrement intérieur. Nous sommes comme un jeune homme qui a fait une dépression et s'est retiré de la course de la vie, hein. Il n'a plus de, il n'a plus de petite copine, il n'a plus de carrière, il ne mange plus, il est anorexique, il ne sort plus, il va plus au cinéma. Il est dans son appartement en train de trier les sacs poubelles. Alors là, il trie les sacs poubelles, hein, entre l'organique et le plastique. Il est sur Facebook en train d'engueuler ceux qui roulent au diesel, mais il ne fait que ça. Il y a eu un problème interne à la France dans notre identité, dans notre âme, notre psyché. Ça, il faut donc un recueillement. Il n'y a que les Français pour régler ça. Ah, bien sûr, il y a toute la partie, il y a tout un, il y a il y a des raisons, on va dire, hem, il y a des choses qu'il ne faut plus dire, hein. On ne peut plus s'adresser aux jeunesses africaines comme on s'adressait avant à leurs parents ou à leurs grands-parents qui avaient vécu avec nous, qui avaient les mêmes références que les Français. Ils avaient vécu la Seconde Guerre mondiale, ils avaient vécu la décolonisation, qui était une décolonisation heureuse d'ailleurs, hein, en Afrique noire. Rien à voir avec l'Algérie, par exemple, ou avec l'Indochine. Donc on n'est plus entre vieux compagnons, hein. Chirac parlait avec Bongo ou je ne sais pas qui, comme des vieux compagnons, comme un vieux pote. Donc on peut se dire des choses avec un vieux pote, on peut. Là, vous avez des jeunesses africaines qui n'ont pas ce référentiel-là, qui sont sur TikTok, donc qui pensent Dubaï, qui pensent Singapour, qui pensent Miami, qui pensent Londres, qui regardent vers le Nigeria, donc vers le relais américain dans la région, qui écoute de la musique anglophone, qui vient à Paris, qui voit que c'est une ville africaine, donc ils disent bon, pourquoi venir à Paris? Parce qu'on n'est plus dépaysé, ainsi de suite. Donc il y a tout ce travail-là d'enveloppe, de manière d'être avec nos amis africains qu'il faut travailler. Il y a bien entendu des partenariats à faire, hein. Les Marocains sont assez actifs en Afrique. Peut-être travailler ensemble avec eux dans certains pays. Même si je pense qu'il y a une soif encore de France en Afrique, mais de la vraie France, pas de la France, pas de ce que est devenu la France aujourd'hui, wokisée, remplacée, affaiblie. Les Africains, ils ont besoin de quelque chose qui leur remplisse les yeux. C'est comme moi quand je vais au souk, je veux être ébahi.
hein. Quand je vais au souk des tissus, je veux être ébahi. Je ne veux pas avoir dans le souk des pièces que j'ai chez moi ou de la mode de l'an dernier. Voilà, mais je pense qu'il faut, tout ça, j'allais dire, c'est assez facile. Le plus difficile, me semble-t-il, c'est de retrouver, le retrouver la matière humaine qui va aller en Afrique. Ce Ceux qui vont, débroussailler, je m'excuse d'utiliser ce terme, aux connotations coloniales, débroussailler le terrain pour la France. J'ai l'impression qu'on a perdu ces profils-là qui sont peut-être aujourd'hui israéliens, turcs, russes, je ne sais pas. Heu, L'Afrique, c'est pas pour les débutants, c'est pas pour les amateurs. L'Afrique, c'est pas l'Île-de-France. Donc on ne peut pas envoyer un cadre supérieur au Congo et lui donner l'enchaîner comme on l'enchaîne à Paris, avec la compliance, les normes, les justificatifs, les notes de frais à tamponner à recto verso. Non, on ne peut pas. Il faut donner de la liberté. Il faut pour cela, de la liberté d'action, de marge de manœuvre, mais il faut pour cela certains profils. Ce n'est pas le premier de la classe qu'on va envoyer en Afrique, au sens du celui qui court après la validation. Il faut envoyer des profils un peu dingues, parce que l'Afrique est pour les dingues. D'ailleurs, réussir en Afrique, enfin, investir en Afrique, il faut être dingue. Parce que instabilité juridique, instabilité politique, problème d'épidémie, guerre civile à répétition, tu es loin de tous les circuits logistiques, hein. L'énergie coûte cher, que ce soit le pétrole, parce que le problème de raffinage et l'électricité, souvent coupés, et j'en oublie. La vie des politiques est chaotique, enfin, c'est dur l'Afrique. D'ailleurs, je salue les Africains, parce que quiconque réussit en Afrique peut réussir en Californie. Je veux dire, si tu réussis au Nigeria, tu réussis à San Francisco, les doigts dans le nez, hein. Donc, il faut renouveler complètement il faut renouer avec la tradition française où on laissait une respiration aux élites françaises en Afrique. Et ça remonte à l'époque coloniale. Lyautey disait qu'il faut renouveler l'homme français aux colonies. Il pensait à l'Afrique notamment. Ce qu'il dit, en France, on est trop. Déjà, on était en 1900. Il n'y avait pas l'Europe, hein, il n'y avait pas Ursula. Il disait il y a trop de normes, il y a trop de bureaucratie. On comprime les gens, comme les plantes qu'on met dans des pots trop étroits. Il dit il faut leur donner du grand air pour qu'ils expriment leur potentiel, qu'ils s'aguerrissent et qu'ils reviennent. Euh, donc il faut renouer avec cette tradition où on donne sa chance aux gens, on les laisse respirer, on les laisse agir. Et ça, c'est une véritable révolution managériale qu'il faut mener. Et je pense qu'il y a les Français ont perdu beaucoup de positions à cause de ça, à cause de banques qui appliquent les mêmes règles de risque, d'évaluation du risque qu'elles appliquent en Ile-de-France, elles appliquent à Abidjan. Donc elles disent non, 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 non aux entrepreneurs. Arrive une banque, je sais pas moi, turque, et elle donne le crédit, parce qu'elle n'a pas la même aversion au risque. Après, on dit la Turquie taille des croupières aux Français, la Turquie, le nouveau Premier ministre, je sais pas quoi moi, togolais, il préfère les Turcs pour construire la nouvelle rocade de Lomé. Bah, c'est normal, parce que quand il était dans le besoin, bah, c'est les Turcs, c'est une banque turque qui l'a aidé. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, et ça, nous avons en réserve le potentiel. Il faut juste bien vouloir les sortir. On a besoin de renouer un peu avec la folie un peu des heures glorieuses de. C'est pas ramener les barbouzes ou Ménard ou Bob Denard ou je sais pas quoi. Non, non, je dis pas ça. Je dis juste qu'il faut retrouver, donner de la marge de manœuvre, prendre des profils tropicalisables. Tropicalisables. Alors après, là-dedans, il y a la question des binationaux. Là, c'est une question immense. Immense. Normalement, on pourrait me dire, ben, on prend des Ivoiriens de France, on peut les emmener en Côte d'Ivoire. Question immense, et là on marche sur des œufs, mais peu importe. Je me demande, est-ce que les Ivoiriens de Côte d'Ivoire veulent voir des Ivoiriens de France, leur donner des ordres ou travailler avec eux? Je n'en sais rien, je ne connais pas la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, j'accepterai toutes les invitations qui viennent de Côte d'Ivoire. Euh, euh, vous voyez ce que je veux dire? Les binationaux, bon, évidemment, c'est une piste. Mais je pense aussi qu'il y a un besoin on recherche les gens veulent la France, mais la grande France. Ils veulent pas une France de petits hommes gris, euh, faiblards, qui ont peur du risque. Euh, Ça mérite discussion, mais je pense que le chemin est là-dedans. Puisque la France
Ce n'est pas qu'un pays technique, ce n'est pas qu'un pays enfin, ce n'est pas qu'une nation entièrement technique, hein, qui fait des ponts comme les Turcs font des ponts et puis ils partent, ou les Chinois, ils font des barrages et puis ils partent. Ce n'est pas qu'une nation militaire, hein, comme les États-Unis, ils font des bases militaires, ils vendent des armes, des F-16, je sais pas quoi. Ce n'est pas qu'une nation commerçante, comme le Liban, hem, ou la Chine, bien sûr. Ce n'est pas qu'une nation religieuse, hein, comme, je sais pas moi, le monde arabe, Qatar, tout ça, Émirats, qui interviennent dans les pays comme ça. Ce n'est pas qu'une nation politique, hein, comme, les Émirats qui ont pris place maintenant en Somalie, qui je crois en Puntland, je sais pas quoi là, enfin il y a évidemment au Soudan. Heu, la France est une nation aussi charnelle, une nation de la c'est une nation de la camaraderie, une c'est une c'est une sensibilité. Et il faut on ne travaille pas avec la France parce qu'elle a le meilleur prix, parce qu'elle a la meilleure offre technique, parce qu'on a un besoin de France. Et ça, c'est ce qui a fait la France-Afrique. Parce qu'il y avait la confiance. Il y avait la confiance. Et ça, la confiance, ça se gagne, ça se construit, ça se perd aussi. Mais, ce n'est pas un bien comme un autre. On n'a pas besoin de mettre des milliards sur la table comme font les Arabes ou je ne sais qui pour prendre ou les Chinois ou je sais pas quoi, là, qui donnent des crédits, à taux zéro pour faire, qui vendent à perte parfois. On n'a pas besoin de ça. La confiance, c'est les hommes et les femmes qui la construisent. Hein, la confiance, c'est comme la foi. La foi, c'est gratuit. La foi en Dieu, la foi en Jésus, ça ne s'achète pas. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais on n'est pas dans cet ordre-là, hein. On est dans un terrain, c'est comme le luxe, c'est comme, LVMH. C'est comme, le luxe, Prada ou je sais pas quoi, c'est c'est pas si cher que ça à faire, mais peu savent le faire, hein. Prada, LVMH, c'est quand même pas la fusée de Elon Musk qui fait la marche arrière, hein. C'est quand même des bouts de tissu, enfin j'exagère, c'est du cuir, du tissu. Mais bon, c'est pas donné à n'importe qui. C'est ça la France. Et ça, c'est ce terrain, à mon avis, qu'il faut occuper à terme, pour vraiment devenir indéboulonnable. Indéboulonnable. C'est un peu c'est ce que c'était la France-Afrique. Avec tous ses défauts, il y avait la confiance. Hem, c'est ce qu'a fait l'islam, hein. L'islam en Afrique, parce que l'islam a créé cette espèce il a un prestige, parce que c'est l'islam. Parce que c'est venu en arabe, une très belle langue, l'arabe classique, les Africains ne comprennent pas, ils s'obligent à l'apprendre, les gens récitent des prières parfois qu'ils ne comprennent pas, parce qu'il est perçu comme quelque chose d'extraordinaire. Et la France doit occuper ces terrains-là, hein, doit être dans cette espèce de côté magique. Ce sont les hommes qui font sont les hommes qui font la magie, les hommes et les femmes, parce que nous sommes inclusifs sur ce canal. Bon allez, j'espère avoir été utile et suffisamment clair. À bientôt.